Qui parmi vous n'était pas à la session précédente? Ok, super. Alors pour vous ce soir, et rien que pour vous, on va commencer par tout ce que vous avez besoin de savoir pour commencer cet épisode. On est en 1989, je suis hyper mauvais dessinateur, hein, je vous préviens, ne me jugez pas là-dessus. On a Tim Berners-Lee, un ingénieur du CERN, qui se pose la question de comment je peux partager de l'info sur Internet, entre deux ordinateurs. Et il est hyper déçu de la réponse. Parce que lui, son rêve, en fait, c'est de pouvoir partager de l'information, qui est du texte, mais aussi du multimédia, de l'image, de la vidéo, du son, et que tout ça, ce soit accessible publiquement depuis n'importe quel ordi au monde. Son deuxième rêve, c'est d'imaginer que ces contenus puissent être liés entre eux, via la notion d'hypertexte, pour essayer de tisser cette espèce d'énorme toile de contenu et de connaissances, où tous les contenus pourraient être accessibles de proche en proche. Il va créer trois trucs. Il va créer l'HTML, le protocole HTTP et le premier navigateur web qui s'appelle World Wide Web. Mais ce n'était pas à cette époque-là que Internet a explosé. C'est 4 ans plus tard, avec l'arrivée de Mosaic. Mosaic, c'est le premier navigateur grand public pour Microsoft Windows. Il sort en 1993, et quand il sort, il se passe un truc. Les entreprises réalisent que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, il y a une porte qui vient de s'ouvrir direct entre le consommateur et l'entreprise. Pour la première fois dans l'histoire, je suis capable de dire que finalement ce petit réseau qu'on croyait être juste un réseau de geeks, de scientifiques pour partager des infos, en fait on est en train de comprendre que ça va devenir la première plaque de commerce au monde. Et ce jour-là, c'est la ruée vers les noms de domaine. C'est ce jour-là où les entreprises se disent « Ok, c'est là qu'il faut qu'on aille, il faut qu'on investisse, et le futur, il est sur ce média-là. » Et du coup, les 7 années qui vont suivre après, de 1993 à 2000, vont être toutes les technologies qui vont converger vers ce qui a permis aux entreprises de s'imposer sur le web. Mais quand on est une boîte et qu'on est en 93, on regarde un petit peu ce qu'on a. Et puis dans le web, qu'est-ce qu'on a? On a l'HTML, qui est une technologie statique. On a un serveur web, HTTPD. Et puis le problème, c'est que moi, quand je suis une entreprise, j'en ai rien à foutre d'un site statique. C'est bien cool pour un scientifique, mais moi, ce dont j'ai besoin, c'est de pouvoir créer un panier. C'est de pouvoir créer un chemin utilisateur qui est particulier. Donc j'ai besoin de web dynamique. Sauf qu'en 93, c'est un peu chaud. C'est le principe du talk d'aujourd'hui. Juste avant votre programme, on va parler de ce qui suit quand ce soir tu sors du talk. Parce que ce soir, il y a un super programme, c'est comment Google Maps assassine mes chatons. Comme vous le savez peut-être, le 16 juillet, Google Maps divise ses quotas gratuits par 30 et multiplie par 10 ses prix. C'est violent. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça et quelles sont les solutions alternatives? C'est 2 super articles, allez voir sur Twitter, faites-vous plaisir, c'est mortel. On est cool, on s'appelle JobMaps, voilà, ça y est. Maintenant, on va passer à notre programme du soir qui est la fabuleuse histoire. Je vais faire un petit binding un peu spécial sur un URL. Et au lieu d'aller le lier à un fichier, d'accord, que je vais transférer à l'expert ou qui ne voit rien, c'est dégueulasse. Ok, c'est dégueulasse. C'est-à-dire que les mecs passent leur vie dans du C, dans une méthode main, à mettre du code de présentation avec des escape characters de partout dans tous les sens et d'aller concaténer des strings, à piper ça dans un string. C'est immonde. Du coup, qu'est-ce que les mecs décident de faire? Ils se disent, bon, ok, ah oui, et en plus, les librairies, il faut les recompiler à chaque fois qu'on fait une petite modif et qu'on a fait une typo. On est d'accord. Donc on va se dire, ok, on va utiliser un autre langage de scripting qui s'appelle Perl, qui est plus dynamique, et ils ont créé une lib qui s'appelle CGI PM. Cette lib, c'est quoi? C'est une petite lib qui nous permet d'avoir du sucre syntaxique et de pouvoir prendre des balises un peu plus facilement. J'ai pas de mémoire à gérer, ça a l'air hyper top sur le papier. En vrai, si vous regardez de près, c'est dégueulasse, hein, d'abord, c'est pas cool. Alors je dis ça, mais en réalité, il y a des mecs sur Node qui se sont amusés à faire des moteurs de template qui ressemblent à ça. Pourquoi? J'en sais rien, mais c'est pas grave. Et ce truc-là, en vrai, c'est même pas le pire. Le pire dans cette histoire, c'est que le problème, il vient de CGI. Quand vous faisiez une requête, à chaque fois, vous alliez spawner un thread et exécuter du code. D'accord? Pas de thread pool ou d'optimisation de ce type-là. À chaque requête, vous spawnez un nouveau process. Mais vu que c'est du Perl, il faut aussi lancer un interpréteur Perl. Et tout ça, ça prend du temps. Ça prend de la mémoire, ça prend du CPU. Et imaginez les machines de guerre de 93, voilà, c'est pas la folie. Donc ça prend du temps. Donc en vrai, c'est de la merde. Mais alors du coup, en 94, tout le monde commence à se dire, bon, ok, ces trucs-là, c'est cool, ça va pas
pas répondre pendant longtemps à notre demande, même si les Amazon.com et les trucs comme ça, c'est tout ce qu'ils font au départ. Hein. 93, c'est des moulinettes en C pour aller piper de l'HTML dans les streams. Mais on va très vite parler de ce qu'on appelle un serveur d'application. Le concept du serveur d'application en 94, le rêve, c'est quoi? Un single runtime. Ce single runtime, il va vous permettre d'avoir un connecteur vers un web server ou un autre client, d'avoir toute votre logique métier que vous avez stocké et mettre dans un langage avec des API, des tools, etc. Et des connecteurs qui vous permettent de vous lier à une base de données. Architecture, three-tier, classique. Super. Le rêve, c'est qu'évidemment, ces trucs-là, ce serait encore mieux si ça pouvait gérer le clustering, le management, la configuration, le déploiement, etc. C'est un petit peu le rêve de l'époque. Mais on va voir comment les gens ont répondu à cette notion d'application server. Je vais être obligé de citer Rasmus Lerdorf, qui lui, en 94, qu'est-ce qu'il fait? Il fait son site perso. Et il se dit, moi j'aimerais bien rajouter des petites analytics pour voir un peu comment les gens utilisent ma page. Il essaye CGI, il trouve ça immonde, comme toute personne sensée et sobre en 94. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire, moi je vais plutôt faire de l'HTML, et puis utiliser les commentaires pour mettre quelques instructions, et puis derrière je vais faire un wrapper CGI qui va me permettre d'exécuter ces instructions en mettant, par exemple, en exécutant une requête et en mettant les résultats. Plutôt smart, c'est du view binding, et il va open sourcer son truc en 95. Il va appeler ça Personal Homepage Tools, ou PHP Tools. Derrière, ça commence à frémir dans la communauté, les gens commencent à utiliser son truc, ils trouvent ça cool, ils font plein de demandes de nouvelles features. Tellement de demandes qu'en fait, ils vont demander au gars, bon, ça c'est sympa, t'as mis quelques instructions, mais est-ce qu'on pourrait pas coder un peu en vrai? Alors lui, il dit, mais attendez les mecs, vous êtes fous quoi. Personne sur Terre n'ira jamais faire du dynamique dans des trucs qui sont pas typés au milieu de code de présentation. Qui ferait ça sur Terre? Je veux dire, personne. Personne de sobre ne fera jamais ça sur Terre. Et il dit, non, moi pas question. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 ans passent, PHP commence à être utilisé, et puis il y a 2 cons qui se sont dit, nous on va le faire. Alors, c'est pas 2 cons, ils sont cool. Hein. Ils s'appellent Zev Zuraski et Andy Goodmans, et ces mecs-là, ils vont créer PHP 3 Hypertext Preprocessor. Et à l'intérieur de ça, la vraie fracture numérique entre les versions précédentes, c'est le fait d'avoir du quasi-objet, parce que bon, c'est pas vraiment de l'objet, on peut pas appeler ça de l'objet, c'est pas décemment appeler ça de l'objet. Je suis désolé pour ceux qui aiment beaucoup PHP, j'ai un avis un peu tranché sur la question, mais voilà, je vous adore quand même, c'est cool. Et aussi la notion de modularité. Et en fait, ces mecs-là, c'est les fondateurs de Zend. Zend pour la contraction de leur prénom. Et Zend, aujourd'hui, c'est encore eux qui managent PHP. Super. Voilà un petit peu pour l'histoire de PHP. Et en 98, c'est la seule solution de serveur d'application ou de préprocesseur qui est open source. Et du coup, elle va avoir un très fort engouement de la communauté. Côté Microsoft, c'est un petit peu différent. Eux, ils ont mis un peu de temps à mettre la machine en marche, mais en 96, ils ont compris qu'il faut aller à fond sur le web. Et en réalité, en 96, ils sortent un truc qui n'est pas dégueu pour l'époque. La 3e version de leur serveur web, 2IS, va supporter un nouveau truc qui s'appelle l'ASP, pour Active Server Pages. Ce truc-là, c'est quoi? Du code de présentation, de l'HTML, mais aussi un truc qui va interpréter en server-side 2 langages de scripting, le VBScript ou le JScript. JScript, c'est le reverse engineering de JavaScript fait par Microsoft, avant que ça ait été standardisé à la Fondation ECMA, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Et en gros, ce qui est cool, c'est que du coup, j'ai du code de présentation, un peu du binding, et derrière, je peux appeler la couche com de Microsoft, qui va appeler mes librairies natives, où elle, il y a toute ma business logic et mon call à mes débuts. La problématique, c'est quoi? C'est qu'en fait, ces trucs-là, c'est encore du C++, donc je dois me fader des pointeurs, je dois me fader la gestion de ma mémoire, et ça reste assez galère. Ça, en fait, c'est les prémices de ce qui deviendra plus tard, en 2000, le framework .NET. Qu'est-ce qu'ils auront remplacé finalement? Ils auront remplacé toutes ces couches-là par le C#, donc un langage un peu plus haut niveau qui a été très grandement inspiré des succès que Java avait dans les autres serveurs d'application. Et puis maintenant, on va forcément parler de Java. Sun Microsystems, quand ils sortent Java en 95, ils disent, voilà, nous, l'HTML c'est bien sympa, votre truc, mais c'est statique, ça ne marchera jamais. Il faut des trucs un peu plus dynamiques, et nous on a un langage qui est fait pour ça. Et on a sorti un applet. Alors, votre navigateur c'est un player d'HTML en fait. Enfin,
faire un player d'applet Java. De la même manière que plus tard, vous pourrez faire un player de Flash. Et du coup, ils vont essayer de pousser ça. Bon, vu qu'ils ne sont pas trop sûrs et qu'il y a beaucoup de trucs qui se passent à cette époque-là, ils vont aussi se maquer de très près avec Netscape, mais ils vont laisser Netscape innover de ce côté-là, côté web. Mais il y en a qui ne sont pas trop d'accord. Et il y en a 4 qui se cassent de Sun Microsystems et qui vont monter WebLogic. Eux, ils se disent, mais en fait, le web et le serveur d'application, ben, il faut qu'on le fasse avec Java. Java, il est fait pour ça. Alors sachez une chose, c'est qu'en 95-96, quand vous dites je fais du Java, c'est pas cool à l'époque, d'accord? C'est plutôt mais t'es complètement fou, c'est un petit truc de hipster pour s'amuser et pour faire des jolies petites animations dans un camp. Ça n'a pas du tout la puissance du langage d'aujourd'hui. Mais ils se disent que finalement, le fait de ne pas avoir à gérer de mémoire, le fait que ce soit statique, fortement typé, et le fait que ce soit pensé pour des architectures NTR, leur fait dire qu'il faut qu'ils continuent sur cette voie-là. Et ils vont créer un ensemble d'outils qui s'appelle Java Tools. Ce truc, c'est quoi? C'est un moyen de communiquer avec un serveur web, un moyen d'écrire de l'HTML avec des API Java, et du coup de pouvoir communiquer depuis un langage qui est plutôt bien fait de ce côté-là. 97, WebLogic possède 70% du marché du serveur d'application. Et il commence vraiment à exploser, à tel point que IBM se dit, allez, nous c'est parti. Alors, il faut qu'on se dépêche, on va prendre un serveur web, Apache HTTPD, super, on va prendre un langage, allez, on va prendre Java, et puis on va faire un serveur d'application. Je vous parle d'un monde dans lequel J2E, Java Enterprise Edition, n'existe pas. L'aspect qui arrive en 99. Et en 98, ce que WebLogic fait, c'est qu'ils contemplent WebSphere, ils se disent, oulala, il y a les gros qui s'y mettent, il faut qu'on se fasse racheter. Ils se font racheter par BEA pour avoir les moyens de leurs ambitions. Et donc en 98, le marché du serveur d'application au-dessus de Java, c'est WebLogic et WebSphere. Et c'est les deux géants qui vont se tailler la part du lion. C'est vraiment l'âge d'or du serveur d'application qui va commencer. Derrière, Sun Microsystems, qu'est-ce qu'ils font? Ben, eux, ils bossent vachement pour améliorer leur langage, le rendre plus rapide, bosser dessus sur la JVM, etc. Et ils vont aussi travailler à l'élaboration d'une spec pour définir les API pour avoir des serveurs d'application côté Java. Ils vont appeler ça Java 2 Platform Enterprise Edition. Et ça sort en 99. Et ce qui est assez dingue, c'est que finalement, Sun Microsystems n'aura jamais réussi à exploiter le potentiel commercial de son propre langage. Les mecs, ils vont implémenter leur premier serveur d'application, leur propre spec, ils ne l'implémenteront pas avant 2004. C'est l'ancêtre de Glassfish. Donc, ils sont passés complètement à côté de la plaque, et j'ai cette citation que j'ai trouvée dans un article que j'adore, c'est qu'en gros, John Croupy dit, bah, les mecs de Sun, c'était... Alors Sun, c'est une boîte de hardware à la base, hein. Mais les mecs disaient c'était des super ingénieurs, mais alors quand il s'agissait de pouvoir bundler ça dans une solution et d'un produit et de le vendre, bah, il n'y avait plus personne. Et je pense que c'est une des choses qui contribuera au fait que Sun se fera racheter par Oracle. Bref, entre 93 et 2000, il y a énormément d'innovations qui se passent sur les technos du web. Donc ceux qui ont misé sur les technos du web, bah, ils vont développer toutes ces choses-là. Netscape, les cookies, le W3C, le JS, le CSS, et puis après nos trois, ce qu'on appellera des serveurs d'application, ASP, PHP et J2E. Et puis il y en a d'autres qui ont fait d'autres choix, qui se sont dit, ben, les technos du web, on n'y croit pas trop. Ces deux-là, c'est l'applet Java et c'est Flash de Macromedia en 1987. Et en fait, c'est à ça que ressemble le web dynamique au début des années 2000. Les entreprises, ils sont pas fous, hein. Ils disent, mais attendez, dynamique, pas de typage, ça s'est fait par... D'ailleurs, PHP, le problème, c'est quoi? C'est que c'est développé par une personne jusqu'en 98 et par 3 personnes jusqu'en 2000. Enfin, je veux dire, aucune entreprise doit y aller dans ce truc. Il n'y a vraiment que la communauté open source. Pourquoi? Parce qu'elle a que ça. Parce qu'il n'y a aucune implément de J2E qui est open source et gratuite. Et idem pour le framework .NET, hein. C'était pas dans les gènes de Microsoft à l'époque. Donc en gros, la communauté open source n'a pas le choix. Les entreprises, elles vont vraiment aller taper dans J2E. Et ça, ce sera l'âge d'or de ces providers-là. Les autres, ben, tout ce qui est les entreprises marketing, celles qui voulaient beaucoup d'animation, des trucs un peu sexy et tout, ben, elles vont faire du Flash. Et puis, l'applet Java, il va rapidement se réorienter vers le mobile. Pourquoi? Ceux qui ont eu un Nokia 3310 avec Snake et des trucs comme ça, c'était que des applets Java. Et en fait, Java était fait pour ça à la base. C'était un langage embarqué qui était fait pour être très très simple et très léger. Et puis vient 2002. En 2002, on fait le bilan, on dit bon, web dynamique, c'est cool, ça y est, ça marche. Mais en vrai, c'est pas hyper dynamique, quoi.
Parce qu'à chaque fois que je veux changer un truc, je suis obligé de recharger toute une page. Hyper relou. Je voudrais juste rafraîchir la petite boîte là en bas à gauche toutes les 3 secondes. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier? Le problème, c'est qu'à cette époque-là, l'Ajax n'existe pas. Donc la spec Ajax, asynchronous JavaScript and XML, c'est une API qui va vous permettre de communiquer dans le navigateur avec une API remote et de pouvoir potentiellement aller recharger un petit bout de votre DOM. Ça arrive en 2002, ça fait un petit peu de bruit, mais soyons clairs. En 2002, JavaScript, ça sert à avoir des petites étoiles qui suivent votre souris. Ok? Pourquoi? Parce que c'est buggé, il y a des grosses failles de sécurité et en plus c'est mortellement lent. Ok? Par contre, après les machines vont devenir un peu plus puissantes et à l'arrivée de jQuery, en 2006, on va commencer à pouvoir faire des manipulations de DOM un petit peu plus simples. Et là, ça va être le moment où on commence à se poser des questions. Et la question qu'on va se poser, c'est ah ouais, donc peut-être que je suis plus obligé de générer une page à chaque fois. Peut-être que je peux aller utiliser JavaScript. Ah, JavaScript, c'est ça. Mais peut-être que je peux l'utiliser quand même pour faire quelques petits trucs. 2007, un énorme truc qui change. Il y a l'iPhone qui sort. Et l'iPhone, il va changer 2 trucs principalement, au moins, il changera beaucoup d'autres trucs. Le premier, c'est là où tout le monde faisait plus des sites web, on commence à refaire des applications natives. Mon objectif, c'est génial. Mais qui dit application native dit que maintenant, il va falloir que j'ai de la donnée. À nous, c'était facile quand on faisait du web dynamique, parce que toute la donnée était server-side, j'avais pas d'API à exposer ou de trucs comme ça, mais dès que l'iPhone sort, il faut que je me remette à faire des API, avec de l'authentification, etc. Et donc toutes mes plateformes web qui étaient faites pour faire des pages web, on commence à dire, est-ce que j'ai besoin de tout ce truc-là alors que je veux juste exposer une API? XML, bon, peut-être plus, peut-être qu'on va faire du JSON. La deuxième chose, c'est que à l'époque, vous aviez 2 sites. Vous aviez le site WAP, alors c'est celui où tu étais sur ton Nokia 3310 et tu avais 3 liens hypertexte et 5 lignes de texte qui se perdaient au milieu, tu vois. Et puis tu avais le site desktop qui était comme ça. Ceux qui ont eu un iPhone dans les early days, vous vous rappelez tous de ce à quoi ressemblaient les pages web. Elles étaient toutes petites. Pourquoi? Parce que vous aviez que la vue desktop en fait. Et du coup, il fallait zoomer pour accéder à son truc et appuyer sur les boutons. Donc à partir de ce moment-là, les gens prennent peur, ils se disent, mais attends, on va faire quoi? Un site mobile, puis un site netbook, un site tablette, on va avoir 5 bases de code différentes, c'est l'apocalypse, on peut plus, stop. Non, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Du responsive design. Mais qu'est-ce qu'on a dans nos mains en 2007 pour faire du responsive design? Rien du tout. On a HTML4, CSS2, allez, on a jQuery. Et ça, c'est le thème du prochain talk, qui sera le dernier de la saga, The Rise of JS. Merci à tous et bonne soirée.